Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons comme sujet principal le sommet tripartite d'Amman à partir de plusieurs perspectives relationnelles, économiques, échanges, infrastructures et autres. Et pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Ahmed El-Laissi, Nassif, expert en économie. M. Ahmed El-Laissi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous et merci bien. Avant de commencer, on va passer en revue très rapidement une nouvelle concernant les projets nationaux que le chef de l'État a inaugurés à Alexandrie, des projets de logements sociaux baptisés Bachaïr El Khir 2, de la station de traitement des eaux usées à Bourg el-Arab et du développement de l'axe routier d'El Mahmoudeya. Ceci selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi. Le sommet tripartite d'Amman, un sommet tripartite s'est tenu récemment dans la capitale jordanienne Amman entre le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, le roi jordanien Abdallah II et le premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi. Et le sommet a porté sur les moyens de renforcer la coopération tripartite dans les divers domaines. Nous allons passer en revue tous les aspects de ce sommet tripartite. Davantage d'informations avec Salih Hamid. La nécessité de renforcer la coopération économique régionale a été la priorité de l'ordre du jour lors d'un sommet tripartite entre les dirigeants de l'Irak, de l'Égypte et de la Jordanie. Les moyens de renforcer les liens stratégiques dans l'intérêt mutuel des économies des trois pays ont aussi fait l'objet de discussions lors du forum qui s'est tenu dans la capitale jordanienne Amman. Un communiqué final rapporte que le sommet a eu lieu pour renforcer le partenariat actif au sein du mécanisme de coordination tripartite entre la Jordanie, l'Irak et l'Égypte afin d'approfondir la coopération stratégique complémentaire entre les trois pays sur les plans de l'économie, du développement, de la sécurité politique et de la culture. Toujours selon le communiqué, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué l'appel du roi Abdallah de Jordanie à recalibrer la mondialisation afin d'accomplir une indépendance positive et des échanges mutuels. Un secrétariat tournant a été créé pour assurer la coopération et la coordination continue entre les trois pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi, le roi de Jordanie, le roi Abdallah II et le premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi ont abordé les aspects du renforcement de la coopération économique, commerciale et d'investissement dans le but d'établir une prochaine étape d'intégration stratégique entre les trois pays basée sur les objectifs de développement communs. Au cours du sommet, le président Sisi a affirmé la volonté de l'Égypte de présenter son expérience et son expertise dans tous les domaines à ses frères de Jordanie et d'Irak, ainsi que d'établir des projets de développement qui seront mis en œuvre selon un calendrier précis, ce qui reflètera sur le processus de développement et de la vie des citoyens. Le sommet a également abordé des questions régionales les plus importantes et des dossiers d'intérêt commun. Le président Assisi a souligné l'importance de la solidarité des efforts pour faire face aux défis qui menacent la stabilité et la sécurité de la région.
Le sommet a aussi abordé l'évolution de la question palestinienne. Les trois dirigeants ont affirmé le soutien du peuple palestinien à obtenir ses pleins droits légitimes conformément aux résolutions pertinentes sur la légitimité internationale. La situation en Syrie, en Libye et au Yémen ont été également abordées. Les trois dirigeants ont mis l'accent sur l'intensification de la coordination mutuelle au cours de la période à venir afin de parvenir à un règlement politique global dans le cadre de la préservation de l'unité, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des pays arabes, d'une manière qui contribuerait à mettre fin aux énormes souffrances humaines au cours des dernières années. Le sommet tripartite d'Amman, la présence de l'Irak pour la première fois dans un sommet tripartite. Nous allons en savoir plus avec notre invité, M. Ahmed El-Lessi Nassif, expert en économie et en relations internationales. M. Ahmed El-Lessi Nassif, bonsoir encore une fois. Rebonsoir. Rebonsoir à vous. Ce sommet tripartite, tout d'abord la présence de l'Irak, pour la première fois représentée en la personne du Premier ministre Mustafa Al-Kadhimi. Quel est le rôle que souhaiterait jouer l'Irak dans un tel sommet? L'Égypte avait toujours des relations très spéciales avec l'Irak. Mais si on retourne il y a presque 20 ans, on va trouver que l'Irak a subi des circonstances qui sont très spéciaux. Surtout avec la guerre du Golfe et tout ce qui est passé avec l'ancien régime irakien. Maintenant, c'est très normal que l'Irak, comme une force économique très importante dans la région, qu'elle revient et reprend les liens et les liaisons que l'Irak avait il y a presque 20 ans avec l'Égypte. Pas mal de la main-d'œuvre égyptienne travaillait là-bas. Si on se rappelle, dans les années 70, juste avant la révolution dans la révolution du pétrole, c'était les Égyptiens qui ont vraiment parti pour recommencer l'économie en Irak et découvrir le pétrole et pas mal d'autres choses. Ces jours-ci, on peut aussi savoir ou prendre en considération que l'Égypte est en train de reprendre sa place très importante dans le monde arabe et dans la région africaine. L'Irak, c'est vraiment la dernière frontière de la région des pays arabes. Après ça, ça devient une autre culture, un autre genre de faire les choses, si on peut dire. Et c'est très important que l'Irak est vraiment sur la frontière, pas seulement physique, mais la frontière culturelle. C'est la frontière qui préserve la personnalité arabe, si vous voulez, qu'elle soit liée avec le pays le plus important de la région, qui est l'Égypte. Si on regarde les chiffres macro d'un pays comme l'Irak, on voit que c'est un pays assez riche, mais très sous-développé. Et ça, c'est une formule qu'on ne trouve pas souvent. C'est un pays qui fait des exports, si je ne me trompe pas, presque dans les 62 milliards de dollars, mais de l'autre côté, ils font une importation de 40. Ça veut dire qu'ils ont un surplace. Le surplace, ça vient d'où? C'est les exportations de pétrole. Mais en même temps, ils ont presque besoin de tout. Moi, j'étais responsable pour l'Irak presque pour 3 ans. À l'époque, j'ai vécu en Jordanie. Et si on comprend bien la structure de cette région, vraiment, si on veut travailler avec l'Irak, la Jordanie, ça devient comme le pont pour aller en Irak. Donc, c'est très important qu'on soit tous sur la même page, si vous voulez. L'Irak est très sous-développé après les plusieurs guerres, après les pénalités qui étant imposées sur le pays. Donc vraiment, ils ont besoin de presque tout. Ils ont de l'argent qui vient du pétrole, mais en même temps, ils ont besoin de plus ou moins recommencer l'économie nationale en Irak. Si on regarde, par exemple, le taux ou le pourcentage des gens maintenant en Irak qui savent écrire et lire, c'est moins que 50% maintenant, dans le 21e siècle. Et c'était à l'époque, c'était les Égyptiens,
les formateurs, les professeurs égyptiens, vraiment qu'ils ont éduqué l'Irak. Et maintenant, je pense que c'est très normal que nous sommes en train de reprendre notre rôle et essayer nos frères en Irak pour améliorer les choses un peu. Quels sont les sujets épineux ou les axes principaux ayant été débattus durant ce sommet? Je n'ai pas d'informations, mais de ce qui a été dit, on a bien parlé de l'infrastructure. Apparemment, l'infrastructure en Irak c'est bien détruite après tout les guerres ou les deux guerres et 8 ans de guerre avec l'Iran juste avant. Donc, je pense que c'est un grand rôle que les sociétés égyptiennes, spécialement dans le cadre de la construction, qui peut aller là-bas et essayer de mettre l'infrastructure du pays en place. D'un autre côté, ce qui a été dit aussi, l'utilisation du pétrole. Oui, c'est bien que l'Irak est en train de faire du pétrole, de faire sortir du pétrole et faire l'exportation en direct, mais on est très avancé vis-à-vis de la région, surtout avec le gaz, comment liquider le gaz et le mettre dans l'état liquide. Et c'est là que le gaz peut être transporté et peut devenir une bonne source de revenus, surtout de devises qui est bien, on a bien besoin dans l'Irak d'avoir. Et ça, c'est sur le côté économique. De l'autre côté, je pense qu'il y a pas mal des sujets qu'on peut toucher avec nos frères là-bas sur le terrorisme, ce qui est en train de se passer. Une deuxième fois, c'est très important que l'Égypte et l'Irak soient ensemble dans tout ce qui est en train de se passer dans la région ces jours-ci. Et concernant nos échanges, enfin, parmi les aspects débattus durant ce sommet tripartite, c'était l'aspect relationnel entre les trois pays concernant la région. Il y avait aussi l'infrastructure, comme vous l'avez bien mentionné, mais il y avait aussi l'économie. Quelles sont les perspectives de l'économie, les perspectives possibles de l'économie entre les trois pays? Une chose que je viens de, quand j'étais en train de faire la préparation pour ce programme, ça je ne savais pas. J'ai vécu en Jordanie, mais je ne savais pas que 6,7% de la population de la Jordanie sont des Égyptiens. 6,7% de la population, vous imaginez. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? Ils travaillent. Et la main-d'œuvre égyptienne est très, très demandée. Et c'est ça qui est déjà la situation en Jordanie, et je pense aussi la même chose en Irak. Le savoir-faire égyptien est sur deux niveaux. Le niveau qui est main-d'œuvre, parce que c'est relativement à l'Égypte, c'est même pas le tiers de la population de l'Égypte, c'est dans les 30 millions plus ou moins. Et ils ont besoin de pas mal de choses, sur le main-d'œuvre brut, si vous voulez. Et de l'autre côté, le savoir-faire technologie. Parce que maintenant, l'Égypte a bien avancé dans les 4 ou 6 ans, les dernières 6 ans, et malheureusement, l'Irak n'a pas eu le même degré où l'évolution en Irak n'était pas à la même vitesse, si vous voulez. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut apprendre de nos confrères là-bas. Concernant la situation sécuritaire, que peut-on dire concernant les aspects ayant été débattus durant ce sommet? L'Irak, c'est un pays très compliqué. Sur le niveau de la population, il y a pas mal des ethnicités qui sont dans la population irakienne, mais ce que nous avons en commun, c'est un pays, je ne veux pas la nommer, mais un pays que je pense que tout le monde la connaisse, qui est en train de faire une, je ne trouve pas le mot, mais c'est un peu, disons, une invasion sur les territoires irakiens. Et là, on doit, comment dire, on doit donner des aides stratégiques et sécuritaires pour le gouvernement irakien sur ce niveau.
Ce sommet vise essentiellement, et selon le communiqué final, à renforcer le partenariat actif au sein du mécanisme de coordination tripartite entre la Jordanie, l'Égypte et l'Irak, afin d'approfondir la coopération stratégique complémentaire entre les trois pays sur les plans de l'économie, du développement et de la sécurité politique et de la culture. À votre avis, quels sont les liens culturels essentiels reliant les trois pays? Les Égyptiens ont ce qu'on appelle la force douce, si on peut utiliser le terme. C'est très souvent que les arts, que par exemple le théâtre, le cinéma et tout ça, en Irak, c'est 100% égyptien, ou il était 100% égyptien. Malheureusement, il n'a rien pour ces jours-ci. Donc là, on peut entrer et redémarrer notre position dans les arts et utiliser la force douce égyptienne qu'on avait dans le passé. Est-ce que la présence de l'Irak, cette fois, a un sens, un symbole? Est-ce que ceci pourrait refléter quand même une certaine stabilité acquise récemment? Oui, le pays n'est pas à 100% stable, mais c'est un peu le rôle égyptien d'être comme le grand confrère, de prendre le pays à la main, par la main, pour essayer de faire la stabilité ou donner un peu de stabilité au pays. C'est très important de se rappeler de quelque chose. Une deuxième fois, l'Irak, c'est le dernier frontière des pays arabes contre des autres cultures. Donc c'est très important que l'Irak soit regroupé une deuxième fois sous son milieu arabe. Apparemment, un secrétariat tournant a été créé pour assurer la coopération et la coordination continue entre les trois pays. Comment peut-on envisager un secrétariat concernant trois pays uniquement et non pas une instance internationale? Je pense que c'est un peu un système logiciel. Ça veut dire que quelqu'un doit prendre charge et ça ne serait pas très correct que quelqu'un fait ce rôle tout le temps. Donc ça tourne un peu entre d'un pays à l'autre qui va être responsable pour accueillir les réunions, organiser les accords et tout ça. Mais c'est quelque chose de logiciel entre ces trois pays. Est-ce que l'Irak pourrait, à votre avis, aspirer à un rôle plus important dans la région? Oui, ils doivent le faire. Malheureusement, je pense qu'il y a pas mal de forces qui leur tirent dans l'autre côté. Et c'est pour cela que c'est pour le bien du peuple irakien qu'il se retrouve dans son milieu arabe une deuxième fois et qu'il il profite des avantages et de savoir-faire ou technologie ou ailleurs qu'un pays comme l'Égypte peut lui offrir. Comment peut-on définir la relation américano-irakienne à l'heure actuelle? Ça, c'est compliqué. Je ne pense pas qu'il y a une seule réponse à cette question. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Après tout ce qui s'est passé, je pense que c'est une relation qui va être une relation de long terme. C'est très bien. Les États-Unis sont c'est le pays le plus fort, le plus grand, le plus puissant du monde. Donc, c'est très normal que les pays ont une bonne relation avec eux. Mais la façon avec laquelle on a ce genre de relation ne doit pas être d'un maître et un esclave, si vous voulez. Ça doit être un tête-à-tête. Donc, j'espère que l'Irak, Inch'Allah, dans pas trop longtemps, ils vont avoir cette relation de tête-à-tête avec les États-Unis. Vous parlez sérieusement de tête-à-tête? Pas tête-à-tête à tout, mais disons que je ne suis pas sûr, je ne suis pas un expert politique, mais je ne suis pas sûr que l'Irak aujourd'hui a 100% contrôle sur tout ce ses décisions. Il ne va pas devenir aussi grand que les États-Unis, ça c'est normal, mais c'est l'indépendance des décisions qu'on cherche. Et je pense, Inch'Allah, dans pas très longtemps, que l'Irak va reprendre ça. C'est très important, une deuxième fois, d'avoir... L'Irak, c'est un
pays un peu compliqué parce qu'on a deux aspects qui sont très importants là-bas. Le premier aspect, c'est l'aspect ethnique. Ça veut dire qu'il y a pas mal de Kurdes qui sont là-bas, qui, à un moment donné, voudraient déclarer leur indépendance. Et malheureusement, c'est leur territoire, soi-disant, ou les endroits où ils ont la majorité, c'est là où il y a toute la richesse du pays, le pétrole. Et de l'autre côté, l'Irak, pour pas mal des années, était à presque 70% d'une majorité chiite, et de l'autre côté, à presque 30% du sunni. Et ils étaient gérés toujours par la minorité, si vous voulez. Donc c'est un pays assez compliqué, ils sont en train de sortir de ça. Et c'est pour cela que c'est très important qu'ils ont leur indépendance. La pire des choses qui peut se passer pour le pays, et je pense aussi pour le monde arabe, parce que l'Irak, c'est un grand pilar dans le pays, qu'il se prend, il se base, si vous voulez, sur l'aspect religieux, et comment dire, il forme un genre de coopération contre l'aspect ou pas dans la direction des intérêts des autres pays arabes. Très bien. Nous allons passer dans quelques instants au côté économique concernant la zone économique du canal de Suez. À tout de suite. La zone économique du canal de Suez. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Mohamed Yahya Zaki, sur la situation opérationnelle relative aux activités de la zone économique du canal de Suez. Plus d'informations dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Mohamed Yahya Zaki. L'entretien a principalement porté sur la situation opérationnelle relative aux activités de la zone économique du canal de Suez. C'est à cet effet que le responsable a présenté au chef de l'État les accords en cours relatifs au secteur d'investissement ciblés dans les zones industrielles et les ports. Le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Mohamed Yahya Zaki, a passé en revue la situation et l'état d'avancement des travaux des sociétés opérant dans la zone du canal, notamment les ports de l'Est et de l'Ouest de Port Saïd, de Sokhna et d'El Adabeya. Il a également présenté la situation financière de l'autorité et la liste des afflux monétaires durant l'exercice financier en cours, ainsi que les projets d'investissement prospectifs prévus être mis en place ou encore ceux qui sont en cours d'exécution. Le président Sisi a instruit à cet égard de focaliser l'activité des zones industrielles dans la zone économique du canal de Suez pour l'ancrage et le renforcement de l'industrie et de donner la priorité à la production des articles qui sont à présent importés. L'autorité de la zone économique du canal de Suez devrait pour sa part coordonner avec les instances concernées pour établir une base de données complète reflétant les besoins du marché local afin de cristalliser les projets ciblés à cet effet d'après les besoins fixés. Monsieur Ahmed El-Lessi Nassif, comment peut-on évaluer les activités économiques à l'heure actuelle dans la zone économique du canal de Suez? C'est une très bonne question, mais peut-être ça va être un peu difficile de les évaluer aujourd'hui, parce que maintenant nous sommes dans la phase d'investissement. Donc on est en train de dépenser, et il n'y a pas encore de revenus. Et ça, c'est très important de comprendre cette cycle, parce que il y a pas mal de gens qui sont en train de critiquer ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire est 200% correct. On est en train de faire, de travailler pour le futur. Ce qu'on est en train de faire dans le Suez du canal, c'est quelque chose d'utiliser ce que vraiment l'Égypte a été bénie avec. On a une situation, le pays entre deux mers, on est le lien entre l'Ouest et l'Est. Et tout ça a resté pas utilisé pour des années et des années depuis qu'on a repris le canal de Suez en 1974.
On n'a rien fait. Et maintenant, finalement, il y a une administration qui est en train de se rendre compte qu'on a quelque chose de très très spécial. Personne ne peut faire la concurrence contre l'Égypte sur ce point-là. On peut, et c'est ça ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, on est en train d'investir, on est en train de dépenser, de mettre l'infrastructure en place pour que ce soit un centre mondial. Si vous voulez avoir un business qui service l'Europe, qui service l'Afrique et en même temps n'est pas très loin de l'Asie, c'est le seul endroit dans le monde où vous pouvez faire ça. Je pense que dans quelques années, ça va devenir le plus grand mine d'or, si vous voulez, dans le monde. Si on regarde, par exemple, pour comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas très facile, parce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est une vue stratégique. Et une vue stratégique de l'administration et le chef de l'État, c'est là où il est en train de penser 3 ou 4 pas en avance. Donc, si on regarde dans notre région, par exemple Dubaï, comment Dubaï a commencé? C'était plus ou moins ça, sans qu'ils aient les avantages naturels qu'on a en Égypte. Okay? Ils ont commencé par faire un port quelque part et ils l'ont mis là. C'est très intéressant, petite histoire. Dubaï, en anglais, ça veut dire Dubaï. Ça veut dire? Dubaï. C'est ça le langage, et c'est là le nom où il est venu. Ça veut dire, c'est là où les... Normalement, historiquement, c'était les bateaux des Anglais qui venaient de l'Inde, qui s'arrêtaient là-bas pour reprendre de l'eau et des alimentations avant qu'ils reprennent leur trajet pour l'Europe. Et là, on a cet avantage naturel. Ça va coûter un peu maintenant, mais le futur, je pense que ça va être énorme. Et c'est la première fois que je pense que l'Égypte est en train d'utiliser son avantage naturel. Je pense que ça peut être un nouveau Silicon Valley, si vous voulez. Ça peut être ce qu'on appelle un hub logiciel pour pratiquement toutes les industries qu'on peut imaginer et qui n'est pas cher et qui est en route. Je pense que c'est un futur énorme, qu'il y a un potentiel qui n'est pas très visible aujourd'hui parce que c'est la première fois qu'on est en train de le faire. Mais on est sur la bonne voie et moi je suis très heureux qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. La cible, c'est l'investissement. Dans Absolument. quelle mesure cette zone est capable d'attirer les investisseurs? Je pense qu'un investisseur a besoin de 3 ou 4 points normalement pour qu'il s'installe dans un endroit. La première chose, c'est la stabilité sécuritaire. Et merci Dieu, on a ça maintenant. Parce que si on n'a pas ça, personne ne va venir investir chez nous. La deuxième chose, c'est la stabilité, mais la stabilité des lois, des règlements et tout ça. Et là, on a ça. Il y a pas mal de pays qui sont très riches dans la région, mais chaque 2 semaines, on a une loi qui dit quelque chose de contradictoire avec la loi d'avant. Et c'est vraiment très difficile de garder, faire ce qu'on fait. Et les facilités. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de venir s'investir ou s'installer dans un endroit s'il n'y a pas les minimums pour la communication, l'accessibilité et tout ça. Tout ça, on est en train de mettre en place maintenant aujourd'hui. C'est difficile, ça coûte de l'argent, mais la rentabilité dans le futur et le futur très proche, ça va être très satisfaisant. Eh bien, nous avons juste 7 minutes, donc on pourrait passer très rapidement sur le dossier libyen à travers notre compte rendu relatif à la rencontre qu'a tenue le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, avec la représentante spéciale par intérim du secrétaire général des Nations Unies en Libye, Stephanie Williams. L'entretien a porté sur l'évolution de la situation politique en Libye. Yara Choucha et Salih Hamed nous en disent plus.
Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a examiné dimanche avec la représentante spéciale par intérim du secrétaire général des Nations Unies en Libye, Stephanie Williams, l'évolution de la situation politique en Libye et de la vision onusienne à l'appui d'un règlement politique dans le pays. Sur son compte sur Twitter, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafed, a indiqué que les deux interlocuteurs ont discuté des moyens de parvenir à un règlement politique global de la crise libyenne. L'Égypte soutient toute mesure appelée à favoriser une accalmie et un règlement politique en Libye et à réaliser la paix et la stabilité du peuple libyen frère, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri. Le chef de la diplomatie a souligné que le président Abdel Fattah el-Sisi avait favorablement accueilli les déclarations faites récemment par le Conseil présidentiel et le Parlement de Libye sur un cessez-le-feu et l'arrêt des opérations militaires sur tout le territoire libyen. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a indiqué que M. Choukri a passé en revue les constantes de la position égyptienne qui soutient l'aboutissement d'une solution politique qui préserve l'unité de la Libye et sa souveraineté territoriale et qui permettra la reprise du rôle des institutions de l'État parallèlement à la lutte contre les groupuscules terroristes et les ingérences étrangères destructrices qui cherchent à aggraver la situation dans le pays. Monsieur Ahmed El-Lissi Nansé, vous êtes expert en économie et en relations internationales. Comment peut-on très rapidement évoluer la situation en Libye, la Libye qui constitue pour nous un horizon stratégique important concernant la sécurité égyptienne? C'est un peu triste ce qui est en train de se passer en Libye. Libye, c'est un petit pays avec une population de même pas 4 à 5 millions. Personne n'est sûr c'est quoi la population, mais normalement, c'est dans les environs de 4 millions de personnes. Normalement, avec la production de pétrole qu'un pays aussi petit que la Libye est en train de faire, tout le monde, disons, doit être très content là-bas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est exactement le contraire. Moi, personnellement, sur le niveau politique, je pense que ce qui a été fait du gouvernement du Ouest, qu'ils vont chercher quelqu'un pour les occuper, ça, c'est un crime qu'on ne peut pas imaginer. Imaginez-vous que tous les pays dans l'Afrique, le Moyen-Orient, ont bien lutté pour faire sortir les occupants. Okay? Et maintenant, quelqu'un va aller chercher un autre pays, pour venir les occuper. Pourquoi? Parce qu'il ne s'entend pas avec son confrère. Mais c'est pas normal, ça. C'est pas normal. C'est un pays très riche. C'est triste ce qui est en train de se passer. Malheureusement, l'Égypte doit assumer son rôle. Et c'est ça exactement que le chef de l'État a fait. Et ça s'est bien marché, hein. Parce que à l'époque, jusqu'à ce qu'il a eu je ne veux pas dire un menace, mais un ultimatum, si vous voulez, de la part du chef d'État égyptien. Voilà la ligne, je te trace une ligne, tu ne le passes pas. Et quoi? Il ne veut plus le passer maintenant. Ok, donc, je ne pense pas que la situation qu'on a maintenant en Libye, c'est une situation qui va durer longtemps, parce que ça peut pas. Il y a une agitation d'une façon et d'une magnitude qui ne peut pas rester comme ça. J'espère que ça ne devient pas un genre de guerre civile, parce qu'ils sont nos confrères, on ne veut avoir voir du sang libyen. Et j'espère qu'on peut arriver à une solution à l'amiable. Vous avez parlé, excusez-moi de vous interrompre, de guerre civile. Déjà, ils sont divisés entre le groupe de Khalifa Haftar et l'armée nationale libyenne. Si je ne me trompe pas, c'est Khalifa Haftar de l'armée nationale libyenne. Je veux dire, ok, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Okay. Oui. Et même ces 2 derniers jours, je ne suis pas sûr si vous êtes au courant, mais il y avait une autre division en plus dans l'Ouest. Donc, il y avait le monsieur là-bas qui est soi-disant, mais il n'est pas le chef de l'État, qui a eu pas mal de problèmes avec son ministre d'Intérieur, et que le ministre d'Intérieur est parti en Turquie pour essayer de résoudre les choses, et le ministre d'Intérieur est là, il vient du Misrata avec son arme. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pas un pays, c'est pas un État. Un pays, un État, il y a une seule armée.
C'est pas que chacun qui vient de chaque ville qui a ses troupes derrière lui. Ça peut pas marcher comme ça. Dans quelle mesure l'ingérence externe de la Turquie et autres forces, outre les groupes armés et les milices armées qui sont au nombre de 1400, pourrait permettre une stabilité proche? La première chose, comme le chef de l'État a dit, comme la Convention de Berlin a dit, il n'y a pas de solution militaire en Libye. Okay? On doit s'entendre et ce n'est pas aussi facile fait que dit. Ça veut dire que le système en Libye, c'est un peu différent de l'Égypte et peut-être aussi de la Tunisie, par exemple, les deux voisins, parce que la Libye, ce sont des tribus. Donc, ce n'est pas si facile, mais ils sont sur la mauvaise voie aujourd'hui. Ils vont rentrer dans le mur. Donc c'est très très important qu'ils s'assoient autour de la table, même si ça ne s'entend pas, qu'ils commencent à avoir des négociations, des discussions pour le bien du futur du pays. Faire venir ou parvenir quelqu'un qui vient de l'étranger, ce n'est pas gratuit. Hein? Personne ne va t'envoyer leur armée, leurs experts, leurs ressources pour rien. Ça va vous coûter de l'argent. Cet argent, cette liberté, c'est pas seulement l'argent, c'est l'argent et votre liberté. C'est la vôtre et vous êtes en train de la donner à quelqu'un, un étranger, pour se protéger avec vos intérêts qui sont très personnels, très courts. Ça, c'est criminel. C'est criminel vraiment ce qui est en train de se passer là-bas. J'espère que ça se résoudre avec le moins de violence possible et le plus rapidement possible pour le bien et l'intérêt du peuple libyen. Et comme notre chef d'État a dit, on ne veut rien de vous. Mais on a un rôle à jouer comme le plus grand pays, le plus stable pays dans la région. Et maintenant, ça devient notre dimension stratégique. Ça, on ne rigole pas avec. On a une ligne rouge, vous ne le passez pas. Et j'espère tout le bien pour le peuple. Donc, pour terminer, en dépit de la complexité de la région, c'est une région riche avec beaucoup de potentiel. Absolument. Très bien. Monsieur Ahmed El Lessinos, vous êtes expert en économie et en relations internationales. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir. Aujourd'hui, nous avons passé en revue très rapidement et selon le temps qu'on a réussi à avoir, la visite du chef de l'État ou le sommet tripartite d'Amman. Nous avons passé en revue quelques aspects opérationnels et relatifs aux activités de la zone économique du canal de Suez et la situation en Libye. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée, bon week-end et à la prochaine.